Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Abdel, je travaille chez Starkware. Donc, Starkware, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur des technologies dites Zero Knowledge Proof. Donc, c'est des technologies notamment qui permettent de résoudre des problèmes de scalabilité. Et je vais expliquer un petit peu ce que c'est la technologie Zero Knowledge. En gros, l'idée, et c'est vraiment quelque chose d'assez magique dans le sens où c'est un nouveau paradigme. Donc, comme le disait Antoine juste avant, la sécurité de Bitcoin, elle vient du fait que vous avez des milieux de nœuds qui vont exécuter en fait chaque bloc avec toutes les transactions, etc. Et en fait, le ZK, c'est quelque chose de fondamentalement différent. En fait, vous êtes capable d'avoir une asymétrie complète entre les gens qui vont être capables de prouver que l'exécution des transactions elle est correcte et ceux qui vont la vérifier. Donc, pourquoi c'est intéressant? C'est-à-dire que, en fait, Bitcoin, pourquoi il est limité en transactions? C'est volontaire. En fait, techniquement, on pourrait faire beaucoup plus de transactions sur Bitcoin si on voulait, mais le trade-off qu'on devrait faire, le compromis, c'est qu'on devrait augmenter les requirements, donc la puissance des machines, des nœuds. Et donc, pourquoi c'est un problème? Parce que ça veut dire que ça rend la capacité de lancer un nœud moins accessible. Évidemment, donc, il y aurait moins de nœuds, moins de décentralisation, et donc, de manière logique, moins de sécurité. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça. Par contre, avec le ZK, avec ce nouveau paradigme, on peut, parce qu'en fait, vous pouvez avoir une asymétrie de puissance de calcul, mais c'est OK. Pourquoi? Parce que les gens qui vont vérifier, ils peuvent le faire avec des machines très très faibles. Même un mobile, un Raspberry Pi, peu importe, même si ils vont être capables de prouver des calculs de machines qui sont beaucoup plus puissantes qu'elles. Mais c'est OK. Alors, donc, le ZK, ça nous donne deux propriétés intéressantes potentielles. La privacy, donc c'est de là dont vient le nom Zero Knowledge, parce qu'on va être capable de pouvoir prouver des éléments, mais sans pour autant dévoiler tous les inputs. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça donne des propriétés de privacy. Et aussi, du coup, la scalability. Donc la scalabilité, la capacité d'être capable d'exécuter beaucoup plus de transactions. Et ce qui est super intéressant et magique, c'est que plus les calculs qu'on veut exécuter vont être complexes, ou alors plus on va vouloir prouver un nombre de transactions gigantesques, plus ça va être intéressant parce que il est exponentiellement plus facile de vérifier que de prouver. Donc en gros, plus vous voulez prouver des choses, plus c'est intéressant de le vérifier. Donc vous n'avez pas de problème à avoir une asymétrie complète de puissance de calcul. Donc ça, c'est très bien. Donc en fait, on a trois choses. On a le statement, c'est ce qu'on veut prouver. Donc c'est par exemple, je veux prouver que Alice a envoyé de l'argent à Bob, ou peu importe ce que c'est le statement. Ensuite, vous avez le prover. Donc ça, c'est l'entité qui va générer les preuves d'exécution. Et vous avez le verifier, c'est l'entité qui va vérifier que l'exécution est exécutée de manière intègre. Et c'est complètement trustless parce que c'est basé sur des mathématiques. Donc on peut prouver de manière quasi certaine que l'exécution a été faite de manière intègre. OK. Maintenant, on va revenir à Bitcoin. Donc, sur Bitcoin, il n'y a pas vraiment de notion d'état. Donc l'état sur Bitcoin, en fait, c'est juste les UTXO. Donc vous avez des transactions, des inputs, des outputs. Et c'est ça l'état de Bitcoin, c'est ça. Donc les nœuds maintiennent un registre des UTXO pour savoir exactement quels fonds sont à disposition sur telle adresse, etc. Donc c'est ça le state, ce qu'on appelle l'état sur Bitcoin. Donc si on fait une analogie par exemple avec comment ça se passe sur Ethereum, on a un state qui est défini de manière claire. Donc vous avez des smart contracts et chacun a son propre état. Donc vous avez votre propre état, une propre logique, un code qui va gouverner comment se comporte le smart contract quand j'interagis avec lui. Et c'est global. C'est-à-dire que des smart contracts peuvent interagir entre eux et c'est comme ça que vous avez de la composabilité. Donc maintenant, si on veut obtenir l'équivalent des smart contracts sur Bitcoin, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence fondamentale, c'est que changer l'état sur Bitcoin, les UTXO, c'est uniquement basé sur la connaissance. La connaissance, ça veut dire quoi? La connaissance d'une clé privée, par exemple. Vous pouvez prouver que vous détenez un certain nombre de bitcoins avec la connaissance de la clé privée. Ça peut être autre chose parce que, évidemment, avec Bitcoin Script, vous pouvez programmer. Il y a quand même une notion de programmabilité sur Bitcoin avec Bitcoin Script, qui est une sorte de petite VM qui est limitée, mais elle a quand même certains opcodes qui vous permettent de faire des choses comme des multisigs ou des choses comme ça. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire de restrictions sur la façon dont va être changé l'état. Donc c'est ce que disait tout à l'heure dans le panel, il était question de le manque de covenant sur Bitcoin. Donc c'est exactement ça. On ne peut pas contrôler comment vont être dépensés les bitcoins. Et ça nous limite sur Bitcoin aujourd'hui pour faire des smart contracts. Donc, pour avoir des smart contracts sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'être capable de contrôler que la logique
elle va persister. Et que personne ne va pouvoir être capable de changer la façon dont on change l'état, parce que sinon, ça veut dire que moi, je fais une transaction sur l'équivalent d'un smart contract, mais je vais être capable de changer la logique du smart contract. Si on n'a pas de covenant et qu'on n'est pas capable de vérifier que la logique du contrat va être persistante. Et on doit être capable de vérifier comment l'état va être changé. D'accord ? Si vous voulez avoir un état c'est quoi ? C'est un registre. Ça peut être un registre de balance, mais ça peut être n'importe quoi. Mais vous avez besoin de contrôler la façon dont l'état est changé. D'accord ? Donc voilà, on va parler du fameux OPCAT, qui est un changement qui a une certaine asymétrie entre sa taille en termes de code et sa controverse dans la communauté Bitcoin. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc pour la petite histoire, je pense que beaucoup le savent, mais rappelons-le, OPCAT est présent depuis le début de Bitcoin dans l'interpréteur Bitcoin Script. Il a été désactivé en panique par Satoshi Nakamoto du coup, le 15 octobre 2010. D'ailleurs, c'est assez marrant la façon dont il a documenté ce changement dans le code. Donc ça, c'est le nom du changement qu'il a mis, donc Miss Change, donc petit changement, alors que c'est un changement fondamental. Donc il a désactivé OPCAT, mais pas que. Comme vous voyez, ça c'est la liste des opérations qui étaient dans Bitcoin Script que Satoshi a désactivées. Et en fait, il s'avère qu'il y en a beaucoup parmi elles qui étaient extrêmement utiles et qui aujourd'hui sont un frein pour Bitcoin. Si on avait ces opcodes aujourd'hui, on pourrait faire beaucoup plus de choses et on pourra en reparler. Alors, le fait qu'il ait désactivé, pour être très clair, c'était justifié. Pourquoi il l'a désactivé ? Parce que ça représentait un risque d'attaque. Il y avait d'énormes vecteurs d'attaque qui pouvaient détruire Bitcoin à l'époque. Et notamment dans le cas de OPCAT, l'implémentation d'origine de Satoshi Nakamoto avait un gros bug. Alors, OPCAT, déjà, qu'est-ce que c'est ? Donc, CAT, c'est pour concaténation en anglais. Du coup, le Bitcoin Script, c'est une machine basée sur une stack, d'accord ? Donc une stack, c'est comme une pile d'assiettes. Vous pouvez empiler des assiettes, vous pouvez en enlever, en prendre et faire des opérations sur les assiettes. Donc ce que vous mettez sur la stack, ça peut être, vous pouvez faire des choses avec des opcodes. Des opcodes, c'est deux opérations, donc ça peut être une addition, multiplication, soustraction. Donc vous empilez des choses et vous pouvez faire des choses. Donc CAT, qu'est-ce qu'il fait concrètement avec les assiettes ? Il prend deux assiettes qui sont empilées, il les colle toutes les deux, et il les concatène, quoi, et après il remet le résultat sur la stack. Donc vous avez deux éléments sur la stack, vous les prenez, vous les concaténez et vous les remettez. En fait, l'implémentation d'origine de Satoshi Nakamoto, elle ne contrôlait pas la taille de AB, là, dans le schéma. Donc, ce qui fait que très facilement, vous pouviez être capable de saturer la mémoire des nœuds sur le réseau et donc de les faire tomber. Donc, clairement, on pouvait faire une attaque de déni de service et détruire Bitcoin. Donc, oui, il était évidemment justifié de les désactiver. Maintenant, et d'ailleurs, c'est ce que Rusty Russell dit, oui, c'était justifié en mode plan d'urgence, mais maintenant, 14 ans après, il est temps de se poser la question de est-ce qu'on ne peut pas faire mieux et réintroduire certaines de ces fonctionnalités qui étaient présentes à l'époque et qui nous donneraient beaucoup de choses. Donc, pourquoi CAT est si magique et pourquoi un changement qui fait même pas 10 lignes de code, littéralement, c'est pas une blague, ça fait moins de 10 lignes de code. Pourquoi il est si magique, si puissant, pourquoi on en a besoin, enfin, pourquoi nous on pense qu'on en a besoin et pourquoi certaines personnes en ont peur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut faire des smart contracts et de la programmabilité plus évoluée, on a besoin d'un état. Et donc, tout à l'heure, on a dit de covenant. Je vais y revenir après, je vais expliquer. Mais en fait, il s'avère qu'on a découvert qu'avec OPCAT tout seul, on peut avoir des covenants. Par un moyen un peu détourné, mais je vais expliquer ça tout à l'heure. Et nous, du coup, lié à Net Technology de Zero Knowledge dont j'ai parlé tout à l'heure, il s'avère que ce petit changement de quelques lignes de code en fait, pourrait nous donner, de manière efficace et pratique en production, la vérification de Stark Proof. Et ce n'est pas juste une théorie parce qu'on l'a vraiment fait donc sur un signet, donc un testnet de Bitcoin où on a volontairement activé OPCAT dans un fork de Bitcoin Core pour prouver que ce n'est pas que de la théorie et qu'on peut le faire. J'enverrai les liens plus tard, mais en gros, on l'a fait sur Signet. Vous pouvez trouver la transaction où on vérifie une Stark Proof sur Signet. Alors, en gros, pourquoi OPCAT est si magique ? Donc, en gros, dites-vous que pour vérifier une Stark Proof, on utilise beaucoup les Merkle trees, qui sont déjà utilisés massivement partout dans Bitcoin. Okay, et en fait, si vous regardez concrètement ce que c'est un Merkle tree, donc par exemple, en bas, vous avez quatre feuilles, ce qu'on appelle les feuilles de l'arbre, et vous voyez bien, vous allez comprendre naturellement qu'on a besoin d'OPCAT pour le faire de manière efficace, parce que, par exemple, dans la figure, vous voyez, par exemple, si on prend H1 et H2, pour arriver au niveau suivant, on doit les concaténer. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'OPCAT. Et donc, comme on utilise massivement les Merkle trees dans la vérification des Zero Knowledge Proof, OPCAT nous aide forcément à le faire de manière pratique. Ensuite, il s'avère, par un concours de circonstances, mais du coup qui est très intéressant, en gros, dans la technologie de Zero Knowledge, on fait ce qu'on appelle de l'arithmétique modulaire, donc c'est des polynômes, et on travaille sur un
ce qu'on appelle un field element. Donc un field element, vous pouvez voir ça comme un nombre, et il a une taille. Et il s'avère que notre nouvelle technologie, elle utilise un nombre qui fait 31 bits. Et ça matche parfaitement avec Bitcoin Script parce que l'arithmétique dans Bitcoin Script, elle est sur 4 octets, donc 32 bits, donc c'est vraiment un match parfait. Pour la petite histoire aussi, on fait des choses qui ne nécessitent pas du tout de soft fork, donc pas Opcat. Donc par exemple, on a découvert un nouvel algorithme sur la multiplication justement sur ce prime qui permet de réduire les coûts de multiplication de 70%. Donc c'est quelque chose qu'on a publié, qui est open source, qui est documenté. Donc c'est un nouvel algorithme et du coup, il peut être utilisé par tout le monde. Et pour ça, il n'y a pas besoin de soft fork. OK. Donc dans un monde avec Opcat, en fait, on peut du coup avoir un state via les covenants de manière détournée. Je vais expliquer comment. Et aussi, pour avoir des smart contracts, nous, notre thèse, c'est de dire on peut avoir des smart contracts juste via des covenants, mais on peut avoir encore de meilleurs smart contracts, et plus scalables, etc., si on a aussi des Stark. Et du coup, on peut construire des vrais L2. Des vrais L2, c'est en gros un L2 qui hérite vraiment des propriétés de sécurité du L1. Donc pas une sidechain. Clairement, une sidechain n'est absolument pas un L2. Il n'hérite pas du tout des propriétés de sécurité du L1. Donc nous, quand on construit un ZK Rollup, une construction d'un ZK Rollup veut hériter pleinement des propriétés de sécurité du L2. Ce qu'on veut de manière ultime, c'est que même si les opérateurs du L2 disparaissent, moi, en tant qu'utilisateur, je peux toujours récupérer mon argent via le L1. Donc j'ai le même niveau de sécurité que Bitcoin. OK. Donc des covenants, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de pouvoir faire des restrictions sur la façon dont sont dépensés les UTXO. Donc là, par exemple, vous avez 2 UTXO et vous en recréez une à partir de certaines conditions. Vous voulez, par exemple, faire des choses qui dépendent de plusieurs inputs et de certains résultats. Donc, comment vous pouvez obtenir ça par Opcat? Ça paraît bizarre de dire qu'avec Opcat, on a des covenants. En gros, l'idée, c'est de se dire que vous allez compter sur le user qui va spend la transaction et en fait, qui va envoyer ce qu'on appelle un hint. Donc, en gros, c'est l'idée des covenants, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'introspection. C'est-à-dire que la transaction doit être capable de savoir dans quel contexte elle s'exécute. Mais on ne peut pas le faire sur Bitcoin aujourd'hui. Mais par contre, on peut te donner un coup de pouce, en gros. Le hint, c'est je te donne un coup de pouce. Moi, en tant qu'user, je te donne des éléments qui vont te permettre de connaître le contexte dans lequel tu t'exécutes. D'accord? Et donc, on a une combinaison de opcheckseed et opcat qui nous permettrait d'émuler optxh, qui est une proposition d'un BIP qui permettrait d'avoir les covenants. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, avec opcat et opcheckseed, on peut déjà émuler les covenants. En gros, ça utilise une technique qui est documentée par Andrew Poelstra, qui s'appelle le Schnorr trick. Et en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail de la partie mathématique, mais ça utilise une technique qui permet en fait de reproduire les données de la transaction et du contexte et de les mettre sur la stack pour qu'après, avec opcheckseed, on soit capable de les vérifier. Donc l'utilisateur donne un coup de pouce, mais on peut le vérifier de manière trustless. OK, donc maintenant, comment on pourrait faire des smart contracts sur Bitcoin? En gros, un smart contract, comme je l'ai dit, c'est la logique, c'est le code qui gouverne le smart contract et c'est son état. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est que la logique, bah voilà, ça va être un script en Bitcoin Script, évidemment. Et le state, donc le state S, en fait, ça va être la représentation de l'état. Donc, sur Bitcoin, vous pouvez envoyer de la data. Il y a plusieurs façons de faire de la data. L'une des plus fréquentes, c'est d'utiliser op-return et après de caler des données arbitraires derrière. Et donc, vous pouvez encoder votre état comme vous voulez. Donc, ça, c'est une manière de faire. Et donc, ce qu'on a besoin de faire dans ce scénario-là, c'est qu'on a besoin de, quand on exécute le smart contract, de dire, la première chose qu'on fait, c'est on s'assure que la logique du smart contract, elle ne va pas changer. Comme je disais tout à l'heure, on ne veut pas que la personne qui exécute une transaction change la logique du smart contract, évidemment. Et la deuxième chose qu'on a à faire, c'est de contrôler comment on passe de l'état S à l'état S', en respectant les règles de consensus de ce smart contract. OK, prenons un cas concret. On va voir comment on peut développer un smart contract qui a un compteur on-chain dans lequel je peux juste incrémenter de 1. Je pars de 1 on-chain, j'arrive à 2, etc. C'est juste pour démontrer le principe, évidemment, ce n'est pas un contrat qui est très utile dans la vraie vie, mais c'est un très bon exemple qui permet d'illustrer le concept. Donc, ce que vous allez faire, la première chose que vous devez faire, c'est que s'assurer que la logique du compteur ne va pas changer. On veut pas que, une fois que moi j'incrémente de 1, on ne veut pas qu'après il soit possible d'incrémenter de 2, 3 ou 4. Donc, grâce au covenant, du coup, Opcat nous donne les covenants, rappelez-vous. Donc, ce que je peux faire, c'est contrôler que l'adresse du smart contract, elle existe toujours. Ah oui, pourquoi on peut faire ça? Parce que l'adresse en fait, d'un script, elle va être basée sur son code. Donc, en fait, si l'adresse est la même, elle existe toujours en output, ça veut dire que le code existe tel quel. Il n'a pas été modifié. Donc, c'est comme ça qu'on peut vérifier. Et ensuite, vous devez vérifier que la différence entre l'état
S et S' est de 1. Et là, vous avez un smart contract on-chain qui permet de faire un compteur on-chain grâce à Opcat. Donc ça, c'est un exemple très concret. OK, nous, ce qu'on dit, c'était la version 1. On peut aller à la version 2 qui est encore plus puissante. La différence étant qu'à la place d'encoder l'état directement, donc mon registre on-chain sur Bitcoin, ce que je vais faire, c'est que je vais encoder une sorte de fingerprint de mon état, donc pour avoir l'intégrité, comme une sorte de hash. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas un hash, c'est un Merkle root, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, vous pouvez encoder votre état de quelque manière que vous voulez. Et en fait, vous le représentez sous un Merkle tree, et vous pouvez calculer le Merkle root et représenter votre état avec un Merkle root. Et donc, là, la grosse différence, c'est qu'à la place d'exécuter la logique du contrat on-chain sur Bitcoin, en fait, on va juste exécuter la logique d'une vérification de Zero Knowledge Proof. Et donc, vous allez voir que ça, c'est universel et ça a des propriétés qui sont super intéressantes. Parce qu'en fait, au lieu de se dire chaque développeur va développer son smart contract en Bitcoin Script, je ne sais pas exactement le nombre de développeurs Bitcoin Script au monde, mais c'est probablement moins de 100 et je blague même pas. On galère à trouver des devs Bitcoin Script, c'est impossible. Il y a des raisons à ça, c'est très bas niveau, c'est pas accessible, pas bien documenté, le tooling n'est pas forcément très idéal et c'est très facile de faire des bugs. Donc nous, ce qu'on dit, c'est faisons un smart contract qui est un verifier de Zero Knowledge Proof, une fois pour toutes, bien audité, battle-testé, etc. Et donc, qui nous permettra de construire des ZK rollup, donc des vrais L2 qui héritent des propriétés de sécurité du L2. Et comme ça, ce que ça va nous donner derrière, c'est la capacité de développer des smart contracts sur Bitcoin, mais à partir de plusieurs langages de programmation qui vont être plus haut niveau. OK, donc j'ai beaucoup parlé à beaucoup d'entre vous depuis que je suis arrivé à Biarritz. Mon niveau de confiance sur le Opcat était plus grand avant d'arriver qu'en arrivant ici. Mais ce que j'ai remarqué, c'est quelque chose d'intéressant, c'est je demandais aux gens en parlant pourquoi tu es contre Opcat, et les gens me disent pourquoi je serais pour. Donc c'est une question qui est super intéressante. Et aussi, évidemment, il y a beaucoup d'entre vous, et honnêtement, j'en fais aussi partie, qui ont le fameux motto de fix the money first. Donc vous vous dites, parce que souvent Opcat a une mauvaise perception parce que les gens se disent ça va ramener du spam, des use cases qu'on ne veut pas sur Bitcoin, etc. Je leur dis, OK, peut-être, mais n'oubliez pas que pour moi et pour nous, Opcat peut aussi améliorer les propriétés de Bitcoin en tant que monnaie. Pourquoi ? Donc en gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on est capable de construire des ZK rollup, donc des L2, on peut avoir de la meilleure scalabilité. Donc à l'image un peu de Lightning, on peut avoir beaucoup plus de scalabilité, c'est-à-dire un débit de transaction bien plus grand avec des faits de transaction qui sont beaucoup plus faibles. L'avantage des ZK rollup, l'un des avantages des ZK rollup par rapport au Lightning, c'est qu'il n'y a pas besoin de gestion des channels. Donc les intervenants du panel l'ont très bien dit. Pour un power user, à la limite, ça passe, mais franchement, pour moi, il est inconcevable de penser qu'on aura de l'adaptation de masse sur Lightning. C'est beaucoup trop compliqué pour un user lambda, notamment cette gestion des liquidités. Donc avec un ZK rollup, on n'a pas de gestion de liquidité, donc vous interagissez avec le L2 de manière complètement transparente. Ensuite, l'argument de la sécurité pour le fix de money first, qui est intéressant. Pourquoi ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez développer la logique de votre smart contract avec un langage de plus haut niveau. Donc, l'effet de ça, c'est que vous pouvez avoir beaucoup plus de développeurs. Okay, donc si vous vous intéressez juste à la monnaie, c'est très bien, mais en fait, on peut avoir des meilleurs multisigs, des vaults, etc. avec ça. Donc, ce n'est pas juste pour amener des use cases bidons, en gros. Vous pouvez avoir beaucoup plus de devs qui peuvent développer sur Bitcoin Script. Non, du coup, pas en Bitcoin Script, pardon, mais qui pourront développer sur Bitcoin, mais sans avoir à apprendre Bitcoin Script. Et quelque chose qui manque cruellement aujourd'hui sur Bitcoin, vous pouvez obtenir de la privacy grâce aux propriétés de Zero Knowledge. On fait aussi plein de choses qui ne dépendent pas de Opcat et pas de soft fork, évidemment. On veut faire avancer Bitcoin avant tout. Je ne vais pas rentrer dans le détail de certains projets, mais on explore beaucoup qu'est-ce que le ZK en général peut apporter à Bitcoin, et aussi son soft fork. Notamment, on fait des choses pour vérifier l'exécution des transactions et le consensus en utilisant du ZK. On fait des choses autour de Nostr, on fait des choses autour de Cashew et pas mal de choses. Aussi, je pense que certains ont vu, on a lancé un fonds de $1 million pour faire avancer la recherche autour de Opcat. L'idée, c'est évidemment de ne pas faire une recherche orientée. On veut que des gens nous démontrent que Opcat est néfaste, s'il est néfaste selon eux. Et c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire que ça va être dans le domaine technique, ça va être dans le domaine de la sécurité, ça va être dans le domaine économique. Donc voir, par exemple, faire des analyses, des simulations sur les potentiels dangers en termes de déni de service, si jamais on active Opcat, tout ce genre de choses. Donc j'invite tous ceux qui se soucient de l'avenir de Bitcoin et qui ont un avis sur Opcat, qu'il soit pro ou contre, bien sûr, à regarder cette initiative. Donc il y a un comité qui évidemment a plein de personnes que vous connaissez déjà en lisant la liste qui ne sont pas du tout liées à nous, comme Andrew Polstra, Rosebeef, Taj Drija et compagnie. Donc voilà, je vous invite à candidater si vous avez un avis. En fait, nous, l'idée, c'est vraiment débattons, en fait.
Il y a quelque chose que, honnêtement, c'est l'un des reproches que j'ai certaines fois à la communauté Bitcoin, c'est qu'on n'est plus dans le débat d'idées, on est dans qui a poussé telle idée, etc. En fait, je comprends à un certain degré que c'est des sujets très complexes, ça a besoin d'experts, etc. Donc on a besoin de la confiance par rebond au bout d'un moment, mais je pense qu'elle a des limites et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de revenir dans le débat d'idées. Et en fait, moi, ce que je dis, je l'ai dit à beaucoup d'entre vous, en fait, même si vous n'aimez pas Starkware ou vous considérez qu'on est des shitcoiners, etc., mais en fait, c'est pas important. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait autour de Bitcoin, c'est open source, donc c'est du public good. Donc en fait, littéralement, on peut même créer des compétiteurs à nous, et en fait, ils auront un avantage parce qu'ils ne seront pas perçus comme nous, on est perçus, par exemple. Donc en fait, même si on s'en fout de qui pousse un changement, débattons l'idée en tant que telle, est-ce qu'elle est bénéfique ou non pour Bitcoin? Et voilà, c'est un peu mon message à la communauté, restons un petit peu dans le débat d'idées. Donc je vous invite à candidater si vous êtes intéressé, et essayons de voir si Opcat pourrait être bénéfique à Bitcoin ou pas. Donc voilà, si vous avez des questions. Bonjour Abdel. Oula, pardon. Désolé les gars. Crame pas tes cartouches tout de suite, mec. Tu risques de pas en avoir beaucoup, donc garde-les. Enculé. Non, je regarde. Non, vas-y. Non, j'allais dire, est-ce que dans les dangers d'Opcat, il y a des notions qu'en mixant les opcodes, on puisse rapprocher de notions de Turing completeness sur Bitcoin? Oui, tout à fait. Ça, c'est une bonne question. Effectivement, en fait, on se rend compte qu'on est à un point. Définis peut-être ce que c'est Turing complete pour les gens, parce que. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, la notion de Turing complete, en fait, c'est d'être capable d'exécuter un programme qui va techniquement être capable de tout faire, y compris des choses infinies. Donc, évidemment qu'on veut pas ça pour Bitcoin, parce que si on est capable de faire un programme qui fait des choses infinies, on peut saturer le réseau et attaquer le réseau. Donc, c'est une bonne question. C'est vrai qu'il semble que de plus en plus, on s'approche à un point de non-retour. On se rend compte qu'en ajoutant quelques petites choses sur Bitcoin, on pourrait arriver à ce point. Nous, on pense qu'avec l'implémentation actuelle de Opcat, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, l'implémentation actuelle de Opcat qui existe, enfin qui n'est pas mergée dans Bitcoin Core, mais qui existe dans une pull request, elle corrige les bugs qui existaient à l'époque dans l'implémentation de Nakamoto, notamment le fait qu'il n'y avait pas de contrôle sur la taille. Donc en fait, on pense, a priori, mais évidemment c'est pour ça qu'on fait le fond aussi, c'est pour accélérer la recherche, ça demande de la recherche fondamentale et de sécurité, qu'a priori, la surface d'attaque potentielle, elle est quand même très contrôlée. En fait, c'est un changement qui est petit, son périmètre d'intervention est très limité, il peut uniquement faire ce pourquoi il est fait, et même en le combinant avec d'autres opcodes, techniquement, il n'y a pas de raison que ça change les limitations qui sont implémentées dans ce code-là. Mais c'est une très bonne question. En fait, tout le monde commence à converger, à se dire, en ajoutant un petit truc sur Bitcoin, on pourrait tout de suite arriver à un point de non-retour où on débloquerait des choses qu'on ne veut pas, et je pense que ça crée peut-être une peur irrationnelle. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que j'ai l'impression peut-être qu'avec cette notion de sacralisation de Nakamoto, des gens qui se disent non, mais s'il l'avait désactivé à l'époque, c'est qu'il y avait une raison et qu'on ne peut pas re-challenger ça. Alors que, même comme j'ai dit tout à l'heure, si c'était justifié à l'époque, il faut quand même avoir le recul de dire bon, on a 14 ans d'apprentissage entre les deux et voyons si on ne peut pas le faire de manière safe. Mais oui, c'est une bonne question. On s'approche du point de non-retour. De toute façon, c'est logique en fait. Plus on va ajouter des choses, plus on va s'approcher du point de non-retour. Merci, excellente réponse. Bonjour, collègues. Salut. Moi, je suis shitcoiner RGB. Ouais, je sais bien. Ouais. Et donc, je voulais savoir, tout ce que j'entends là, je vois des ponts, des rapports, des choses qui se ressemblent avec RGB. Je sais que c'est le plus connu des vaporware sur Bitcoin, mais qui sort, parce que je suis le développement de près. Je suis moi-même pas dans combien d'années? Donc, avant la fin de l'année, ils font un audit, ça va sortir. En quoi 2030. En quoi c'est cette année. Ouais. Moi, j'ai commencé l'année dernière, Next Week Bro, on est un an après, mais le code est prêt, ça fonctionne. Et il fallait un audit, évidemment. Donc, je vois beaucoup de rapports avec, effectivement, BitVM qui arrive, l'histoire de l'Opcat, et RGB est très complexe, je sais que personne ne comprend rien à ce truc-là, mais il va exister là, bientôt, sans toucher à Bitcoin. Donc, en quoi, vous qui êtes justement beaucoup plus au courant que moi là-dessus, okay. Qu'est-ce que quelle réaction par rapport à ça? Bien sûr. Alors, première chose, c'est très bien qu'il y a plein de gens qui explorent des chemins différents. J'aime beaucoup cette Bitcoin renaissance qu'on voit, cette effervescence. Tout le monde essaie de développer des chemins différents avec son soft fork, différents passes. Donc, première chose, c'est très bien. Donc après, ce que je challenge fortement dans le cas de RGB, c'est la notion de ça existe.
moi, je te parle de trucs qui ne sont pas théoriques. C'est basé sur des choses qu'on utilise déjà aujourd'hui, qui sont sur Ethereum, qui ont littéralement, pour te donner un ordre de grandeur de chiffres, notre infrastructure de proving, elle a sécurisé l'équivalent de presque 2 trillions de dollars, donc 2000 milliards de dollars, en production depuis plus de 4 ans. Donc moi, je te parle de choses qui existent. Je me ferai un avis quand ça existera vraiment. D'ailleurs, c'est une philosophie que les bitcoiners ont, c'est montre-moi que ça marche vraiment. Mais je suis d'accord que sur le papier, c'est une belle idée. J'aime beaucoup, pour être honnête, l'idée, le concept, mais c'est vrai que ça a besoin de passer l'épreuve des balles. Voilà. Mais c'est une approche qui est intéressante, qui va en vrai encore même plus loin que ça. C'est un peu cette idée, d'ailleurs c'est quelque chose que nous on explore aussi, cette idée un petit peu de client-side proving en fait. Donc nous aussi on a des notions qui sont similaires à ça, c'est juste que nous on commence par le step d'avant parce qu'on est pragmatique et on sait que ça commence par là, mais c'est un chemin qui est intéressant. Et c'est potentiellement la voie naturelle et le next step. Ouais. Ouais, bonjour, j'ai trouvé très intéressante la démonstration. Ah. Bonjour. Donc, bonjour. Par contre, j'ai une question. J'ai mes limites, malgré que je suis quand même un peu technique. Est-ce que les covenants que tu fais par Opcat, est-ce qu'ils sont récursifs? Non. Donc ça, c'est plutôt positif pour moi. Après, l'utilisation qu'on fait, si ça fait des choses qui ne sont pas de la monnaie, moi, ça ne me dérange pas que tu payes tes frais de transaction. Exactement. Comme tous les autres. C'est un très bon argument. Donc oui, très bonne question, j'ai oublié de le préciser, merci. Non, ça ne nous permet pas de débloquer des covenants récursifs. C'est aussi pour ça que je disais que la surface d'attaque est maîtrisée. Effectivement, si c'était le cas, ça serait potentiellement plus dur à analyser. Donc très bonne question. Et de deux, moi aussi, je suis un peu de ton avis. Et moi aussi, je suis partisan du fix de money first. Mais en fait, tant que des transactions sont legit et qu'elles payent leurs frais, en fait, je ne trouve pas que c'est un mal en soi, finalement. Parce qu'en fait, il faut bien aussi prendre conscience que finalement, ce qu'on veut aussi pour l'adoption de Bitcoin, c'est aussi de l'adoption et des frais de transaction, etc. Sinon, on ne peut pas dire à la fois il n'y a pas de problème de sécurité budget et pas vouloir qu'il y ait des frais de transaction. Donc en fait, si on a un avènement des L2, c'est aussi un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce qu'il n'y a pas d'adoption parce qu'il n'y a pas l'infra, ou est-ce que créer de la capacité en termes d'infra va ramener les gens? Ça, on ne le sait pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si on veut qu'il n'y ait pas de problème de sécurité budget, on sait que quand il n'y a plus d'inflation, il faut compenser par les transaction fees. Et donc, si on est dans un monde où on crée de la demande, où on peut avoir de l'adoption parce qu'on a des layers 2 qui sont pas chers, faciles d'utilisation, etc., pour les normies, en fait, c'est le meilleur espoir pour compenser le block reward. Donc voilà. D'autres questions? Oui. Bonjour. Bonjour. J'avais une question vis-à-vis des covenants. De ce que j'ai compris, ça permet de conditionner la dépense de certains coins. Est-ce que le risque, c'est pas d'arriver sur une non-fongibilité des bitcoins? Est-ce qu'il y a une attaque sur l'ethos en tant que monnaie? C'est une bonne question. Techniquement parlant, je dirais que si on reste factuel, probablement que oui. Oui. Il faudrait qu'on élabore plus, etc. en détail, mais ma réponse à chaud, ça serait oui. Parce que la différence que j'identifie par rapport à Ethereum, c'est que l'Ethereum, c'est pas une monnaie, c'est plus du pétrole qui sert à faire tourner une commodité, du coup, ouais. Voilà, qui fait tourner l'ordinateur d'Internet. Oui. Mais l'ethos de Bitcoin, c'est d'être une monnaie first. Oui, c'est un bon point. D'ailleurs, c'est un des points à débattre potentiellement dans les sujets de recherche. Donc, si quelqu'un a un avis sur la question et veut faire de la recherche sur le sujet, j'invite les gens à le faire. C'est vraiment un bon point. Répondre. Donc, Louis, je suis un collègue. C'est mon collègue, oui. Il a peut-être un avis différent sur la question. J'ai un avis très différent sur la question de la fongibilité. Déjà, objectivement, en tout cas, on peut en débattre. Aujourd'hui, Bitcoin n'est pas fongible parce que tu vois des chaînes d'analysis qui sont capables de traquer de facto les coins OFAC et ceux qui ne sont pas. Par ailleurs, on a dit que le Bitcoin, OP4 peut fournir de la privacy sous forme de Tornado Cash-like système. Donc en gros, où tu vas aller en prison, Louis? Moi, je le fais pas. Moi, j'en parle pas. Si un jour un développeur anonyme, Satoshi 2, décide de déployer Tornado Cash Bitcoin, il ne pourra pas être arrêté. Après, comment sont régulés ces tokens-là, c'est une autre question. Et encore une fois, sur la question de la fongibilité, il y a quelqu'un hier qui m'a dit la même chose, c'est-à-dire qu'on peut enforcer des règles. Ton Bitcoin, tu peux le dépenser dans ce pays-là. Ok, super. Déjà, c'est déjà le cas aujourd'hui, comme je répète avec Chainalysis.
Et de facto, le monde, heureusement, n'est pas unifié sous un seul étendard et il existera toujours des Arbitrage géographique, ouais. arbitrages géographiques. Et c'est aussi l'arbitrage géographique que tu as sur le FAQ. Ok, merci à tous.